L'image du métier RH est victime de certains stéréotypes. Je ne vous apprends rien, mais qu'en est-il vraiment sur le terrain? Comment les différentes parties prenantes perçoivent-elles la fonction RH, en particulier les jeunes RH eux-mêmes? Quelles sont les solutions pour transformer cette image de la profession et de positionner cette dernière au centre du projet et des résultats de l'entreprise? Et j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Tracy Fardeau et Saber. Saber, j'ai pas ton nom de famille. Merci de me rejoindre. Donc, merci à tous les deux en tout cas. Vous avez pu suivre un peu toutes les discussions depuis hier et ce matin. Donc, voilà. Donc, vous, si vous deviez vraiment dresser un portrait du métier RH en matière d'image et de réputation, quel serait-il? Question à tous les deux. Je ne sais pas qui veut commencer. Attention, hein, il y a des susceptibles dans la salle. Je pense que le métier RH est trop méconnu. En fait, la fonction, elle est méconnue, elle est parfois mal perçue. Les collaborateurs, même les dirigeants, les managers, ils ne visualisent pas toute l'ampleur de notre action et de la diversité des missions qu'elle recouvre. Et souvent, on est limité, alors c'est des clichés, hein, mais on est limité au recrutement, au licenciement, et on est jugé trop administratif, pas assez dans le terrain. Je trouve qu'il y a trop cette image encore qui pèse sur la fonction. Qui n'est pas nécessairement vrai, bien sûr. Bien sûr. Saber? Donc mon nom c'est Zoukar. Alors je suis d'accord, je dirais que tout dépend de l'incarnation de la fonction qu'on fait. Effectivement, on va retrouver des stéréotypes et des clichés de la fonction RH avec de nombreuses caricatures qu'on va retrouver dans les entreprises. L'incarnation, ça passe par la manière dont on réalise la mission de la fonction RH au quotidien, et ça passe par la capacité à dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on va dire, ce qu'on a dit, par également des valeurs à incarner telles que l'exemplarité au quotidien, capacité à porter des projets, capacité à accompagner le business au quotidien, et puis également être porteur de résultats. Je pense que la notion de résultat au quotidien, pour savoir également à quoi on sert, pour mieux comprendre au quotidien comment on accompagne la réalisation de nos missions, faire également la promotion. On a aussi du mal dans la fonction RH, en atteignant des résultats patents, d'être capable de les mettre en valeur et de faire du marketing RH. Je pense que ça passe aussi par cette étape-là importante. Merci à tous les deux. Cette question elle pourrait s'adresser un peu à tous les jeunes RH qui sont, dans la salle. Donc, quelles ont été finalement vos premières impressions une fois engagés dans le monde de l'entreprise, hein, en tant que jeune, justement? Oui, est-ce que vous pouvez aussi y aller, hein, donc si vous avez des choses à partager avec nous, et on va les commenter. Moi, ça fait tout juste 4 ans que j'exerce. Et c'est vrai que quand on sort d'études, même si on a des expériences pendant ces études-là, on se confronte vraiment à l'image de la fonction RH quand on prend son premier poste. Et on parlait de ces stéréotypes, ces clichés qui sont bien là, bien dans les têtes de certains collaborateurs. Et vous le ressentez ça, et vous font ressentir, oui? Oui, on le ressent vraiment. Et en fait, moi, tout de suite, ça m'a questionné. Pourquoi il y a cette image-là? Comment elle s'est construite? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour la changer? Saber? Alors, je vais revenir sur la notion d'incarnation et de ce qu'on doit faire, mais c'est vrai que dans mon parcours, j'ai connu un certain nombre d'entreprises. Tout dépend aussi de l'état dans lequel la fonction RH est au moment où on arrive. Et de ce point de vue, il y a un certain diagnostic à réaliser et à mener pour savoir les quelques premières actions phares qu'on va mener qui vont également être génératrices de résultats. Je pense que ça doit passer aussi par une sorte de diagnostic d'entrée avant de pouvoir déployer la grosse artillerie. Et puis, je pense aussi éviter de partir sur des projets trop ambitieux dès le départ, être en mesure de garder la tête sur les épaules et de réaliser du concret dès le départ. Et est-ce que vous avez été confronté à des situations très complexes Alors, j'ai eu, j'allais dire, le privilège dans mon parcours professionnel d'être dans 2 des entreprises dans lesquelles je suis passé, d'intégrer l'entreprise après des personnes qui, à mon poste, venaient de se faire licencier.
Donc oui, effectivement, quand on arrive dans un cas de figure comme celui-ci, inutile de vous dire que la fonction RH, elle est décrédibilisée, détestée, le mot n'est pas fort, je peux vous l'assurer. On a de la défiance à tous les niveaux. La défiance au niveau de la direction générale, au niveau de l'encadrement, au niveau du personnel, au niveau des organisations syndicales. J'ai envie de dire, il y a tout à construire, tout à conquérir. Et là, je pense que ça passe aussi par la capacité à pouvoir mettre en place une feuille de route avec la direction générale, avec une phase d'écoute, de compréhension des besoins pour être en mesure d'y répondre de manière la plus patente possible. Et dès lors que la capacité à pouvoir fournir du résultat et quelque part la notion de service accompli, puisque la fonction RH c'est une fonction support du business. Donc dès lors qu'on est également dans ce modèle, dès lors qu'on est en capacité de se positionner en tant que fournisseur auprès des clients qui sont tous les salariés de l'entreprise, qu'importe leur positionnement, il y a une relation de confiance qui commence à se lancer et qu'ensuite il faut être en capacité aussi de maintenir. Alors justement, vous parliez de feuille de route avec les dirigeants. Donc, quels sont les leviers, justement, les leviers d'action qu'on peut vraiment mettre en place pour changer, pour redorer, si je puis dire. Enfin, je ne dis pas que voilà, c'est une belle profession, mais bon, comment on peut faire mieux? Alors, en tout cas, modestement faire mieux, je sais pas, mais en tout cas, dans la méthode, je pense qu'il faut raisonner par méthode. Voilà, quand je vous dis arriver après une personne qui vient de se faire licencier, je me suis toujours attaché à m'assurer de bien comprendre ce que mon patron voulait. Il valait mieux pour moi, vu ce qui s'était passé pour la personne qui m'avait précédé. Donc vraiment, on va essayer de comprendre quel est le besoin du dirigeant, comment être en capacité d'y répondre, mais pas seul, en fait. C'est s'entourer des bonnes personnes, s'entourer de l'encadrement, et puis construire quelque chose avec les partenaires sociaux. Je pense que c'est vraiment un élément clé, avec un dialogue social à renouer, et puis la capacité à pouvoir se projeter. Moi, typiquement, dans l'entreprise où je suis actuellement, ce que je fais, c'est que chaque année, je dresse des priorités stratégiques, avec un certain nombre de leviers par thématique, pour dire, voilà, l'an prochain, voilà, quelles sont les actions principales qu'on va être en mesure de mener, et quels sont les résultats attendus. Et ensuite, l'année qui suit, eh bien, on dresse le bilan de l'année écoulée. Et donc ça, je le présente à tous les salariés pour leur dire, voilà, on s'est vu l'an dernier, voilà ce qu'on a prévu. Voilà la stratégie RH qui était prévue, voilà quels en sont les résultats. Ils ont été atteints, ils n'ont pas été atteints, certes. Sinon, pourquoi? Fort de ce constat, voilà où est-ce qu'on se projette. Et c'est une capacité à pouvoir être dans une transparence de communication et au fond, de donner du sens au quotidien dans les missions du salarié aussi. Et ici, peut-être tu veux rajouter quelque chose en termes de levier d'action Oui, ça reprend un petit peu ce que vient de dire Savia, mais ça passe par la pédagogie. Je pense tout simplement expliquer notre métier, nos missions, ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter aux collaborateurs, aux managers, aux dirigeants, et juste donner de la visibilité à cette fonction pour qu'elle soit mieux comprise. Donc c'est tout le monde, hein, c'est collaborateurs, dirigeants, c'est pas juste one-way traffic, hein, on est d'accord. Non, c'est ça, avec les dirigeants, je pense qu'on a aussi des outils, on a des KPI qu'on peut présenter pour qu'ils aient vraiment conscience de la contribution à la performance de l'entreprise que peut avoir la fonction RH. Alors, est-ce que c'est au cas par cas finalement? Est-ce que justement pour changer cette image de la fonction, est-ce qu'il faut s'adapter aux différentes parties prenantes ou alors avoir une stratégie un peu plus commune? Alors, de mon point de vue, dans le lancement, puisqu'on a une approche de diagnostic, enfin de mon point de vue, avoir une approche de diagnostic général, ça permet de prendre le pouls un peu de ce qui se passe dans l'entreprise de façon globale. Et il me semble qu'avoir une réponse globale, collective, pour l'intérêt général, portée par l'intérêt général, ça permet sans doute d'éviter de mettre certaines personnes de côté. Par expérience, quand on s'adresse à une catégorie de population, ou un certain nombre de spécificités, les autres populations, les autres catégories se sentent exclues au détriment des autres, et c'est là où on rentre dans un jeu de comparaison, je suis pas content, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi elle, pourquoi pas, etc. Donc avoir une approche globale avec un objectif, ça suffit pas d'avoir des approches globales, il faut encore une fois un objectif, résultat, ça permet d'inclure, d'avoir une approche inclusive aussi, je me dirais, de la fonction RH.
Et justement, les jeunes ne sont-ils tout de même pas des cibles finalement privilégiées, justement pour travailler sur cette fonction RH, parce qu'on veut la faire évoluer, évidemment, la profession change, le monde change, mais justement, donc je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je ne sais pas si on est une cible vraiment privilégiée, mais en tout cas, je pense que comme toute nouvelle génération, on doit apporter un nouveau souffle, on doit contribuer à l'évolution parce qu'en même temps, nous, on se construit en tant que jeunes RH, en même temps que la fonction se réinvente. Donc il faut vraiment que les deux fonctionnent ensemble. Et ça se passe bien avec toutes les générations, du coup? On peut être confronté à des oppositions, à des idées qui ne matchent pas forcément, mais l'idée c'est de travailler ensemble. Il faut que ça soit constructif. Saber, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je dirais que dans quelle mesure on peut favoriser la rencontre de tous les besoins dans l'entreprise. Aujourd'hui, on parle des jeunes, on parle de la génération Z, la jeunesse née entre 1997 globalement et les années 2000. Qu'est-ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, clairement... On se sent vieux là, tu te mais dans ce qui ressort, en tout cas dans les analyses, c'est que le CDI n'est plus le Graal. Clairement, il y a bon nombre de jeunes dans les entreprises qui, après 1 an, 2 ans, voire même pendant la période d'essai, disent bah non, moi j'ai plus envie de ça. Pourquoi? Parce que ils ont vu leurs parents grandir dans un modèle où ils faisaient 9h, 8h si affinité, jusqu'à 19h, voire plus, du lundi au vendredi. Et donc ils ont vécu ce modèle, et aujourd'hui ils se rendent compte que c'est pas ce dont ils ont envie au quotidien, et il y a de leur point de vue des attentes en termes sans doute d'immédiateté, et puis aussi je dirais la volonté d'avoir beaucoup de sens, et sans doute aussi de gérer par projet les missions qui sont les leurs, non plus s'inscrire dans une approche carriériste qui va durer 10, 15, 20 ans. Je veux juste prendre une réaction. Donc il y a Bruno qui nous dit incarner aussi soi-même la fierté d'être un professionnel RH. Nous avons une fonction noble et dans l'organisation dont l'impact est assez global, et il est très en phase avec cette notion de fonction de la réinvention. Donc voilà, donc merci Bruno pour ce petit commentaire. Donc justement, donc on avait parlé dans d'autres discussions, on parlait justement post-Covid, après la Covid, cette accélération, on a vu un changement. Vous avez vu une évolution réelle et concrète, en tout cas dans vos professions. Donc peut-être juste expliquez-nous ce que vous avez observé et comment ça s'est passé. Alors moi j'ai pris mon poste, mon premier poste 6 mois avant la crise Covid, donc j'ai pas beaucoup de recul. Donc tu n'as pas vu le bureau? Non, très peu. Mais en tout cas, ce qui est apparu avec cette crise, c'est des nouvelles priorités pour les collaborateurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais c'est le sens au travail, c'est l'importance du collectif, c'est le besoin de reconnaissance, c'est d'avoir davantage de proximité et d'accompagnement. Et on a dû s'adapter à toutes ces nouvelles exigences, à ces évolutions, même s'il y a toujours eu des évolutions dans la fonction RH au fil des années. C'est juste que là, elles ont été très condensées. Mais on s'est toujours adapté aux nouvelles conditions de travail, aux transformations des relations de travail. Et je pense qu'on s'y adapte en étant à l'écoute, en essayant de comprendre pour agir au plus juste. Ça va? Oui, je dirais que post-Covid, ce que j'ai constaté en tout cas dans notre entreprise, c'est une accélération pour les salariés, je dirais jeunes et peut-être aussi moins jeunes, de la question suivante: qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est une très bonne question. Et c'est aussi comme ça que le phénomène de la grande démission est apparu. On a vu plus de 500 000 démissions en 2022, c'est un record absolu. Et dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, ce qui m'avait frappé, c'est que je voyais des salariés qui avaient 35, 40 ans, 42 ans, ils avaient connu que cette entreprise, puis ils partaient en retraite, il n'y en a plus. Et j'allais dire, pire encore pour certains qui ne comprenaient pas, c'est qu'au bout de 3 ans, 4 ans, post-Covid, ils démissionnaient et ils partaient. Alors, rapprochement familial ou envie de faire autre chose, qu'importe. Et ce que j'ai noté dans la catégorie, notamment génération jeune ou jeune, c'est
j'allais dire, l'exigence d'immédiateté exacerbée. Et ça, c'est très fort. Ça accentue pour la fonction RH la nécessité d'apporter des réponses fortes, justes, adaptées et extrêmement rapides. Et en début de semaine, je lisais un article justement un peu sur cette thématique. Et il y a un jeune dirigeant qui a créé une application calquée sur le modèle des applications de rencontre, pour dire que le recrutement est aussi une rencontre, vous voyez. Donc il a calqué exactement le même modèle pour diffuser des offres d'emploi et permettre aux salariés aux candidats, de candidater en 30 secondes chrono à une offre d'emploi où on va retrouver 4 thématiques: le lieu, le poste, l'émission principale et la rémunération. Si j'aime, je candidate, je sweep à droite. Si j'aime pas, je candidate pas et je sweep à gauche. Ça accentue et ça accélère encore ce caractère de rapidité, immédiateté. On est bien loin du standard où il fallait candidater avec la lettre de motivation, le CV et puis le processus de sélection. Non, là, tout s'accélère, tout est rapide. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est à l'entreprise de s'adapter à ces nouveaux modèles. Et la fonction RH est actrice. Elle doit s'emparer de ça, au risque de passer à côté de quelque chose. Et il y a Margot qui nous parle justement pour les jeunes professionnels RH, manque de légitimité auprès des autres, des managers, de la direction, de la vision qu'ils ont des jeunes. Ça évolue, en tout cas, qu'est-ce que vous voyez? Oui, je pense que c'est la question de la légitimité, on se la pose souvent, même quand on a dépassé les 30 ans. Mais en fait, je pense qu'il faut l'apprendre, cette légitimité. Il faut arriver avec des idées, des actions et montrer qu'on a sa place, en fait, et il ne faut pas en douter, tout simplement. J'adore cette question parce qu'on a parlé depuis ce matin, et on a fait beaucoup de parallèles entre la fonction RH et la notion de dirigeant. Au fond, est-ce que la fonction RH ne doit pas s'approprier son propre modèle associé aux ambitions de l'entreprise? Et est-ce que le DRH ne doit pas être aussi entrepreneur? Alors entrepreneur, pas au sens nécessairement dirigeant, au sens délégation de pouvoir, mais dans la capacité à pouvoir être volontariste, à pouvoir se saisir des dossiers, des sujets, et à pouvoir être porteur de solutions et de résultats. Je peux vous assurer que dans l'entreprise où je suis arrivé, quand je suis arrivé, l'entreprise où je suis actuellement, j'avais zéro légitimité, zéro crédibilité, parce qu'on ne me connaissait pas, et un caractère de défiance absolue. Alors j'ai ramé, il a fallu travailler, il a fallu énormément travailler avec les partenaires sociaux, mais ça se construit. Et ce qui est sûr, c'est que l'approche déterministe de la fonction RH, elle est révolue. Et je pense que pire encore, si on s'inscrit dans ce modèle déterministe de la fonction RH, peut être dangereuse pour l'entreprise, parce que l'entreprise a besoin de volontarisme aussi pour agir face à un environnement qui a jamais été aussi instable aujourd'hui. Et la fonction RH, en ce sens, elle est business partner de tout ce qui peut se passer. Et pour revenir aussi sur ce que disait hier le président de la CFTC, ça m'a fait écho quand il disait on travaille souvent avec les partenaires sociaux quand ça va mal, mais c'est bien de travailler aussi quand ça va forcément bien. Et c'est vrai que je suis tout à fait en phase. Et dans l'entreprise où je suis, quand je suis arrivé, on m'a dit oui, mais les accords, ils ont 25 ans, ils sont plus adaptés. Il n'y a pas de GEPP, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Enfin bref, on a fait grève il y a 6 mois. Vous savez pourquoi? Mais parce que. Et si vous n'êtes pas content, on va reprendre. Bon bref. Donc la question, c'était d'apporter des réponses. Et c'est effectivement passé par la mise en place d'un agenda social pour cadrer, structurer par méthode et se dire voilà où on va aller ensemble avec un cap commun partagé pour le collectif, partagé à la fois avec les partenaires sociaux, l'encadrement, validé à l'évidence par la direction générale, puis également compris par les salariés. C'est très important que les salariés se saisissent aussi de ce sujet. L'agenda social, le sujet des négociations, effectivement, c'est la représentativité qui le guide, et en même temps, c'est très important d'être au contact du personnel. Et en ce sens, dans l'incarnation de la fonction RH, il faut aussi être en mesure
d'aller vers les salariés. La fonction RH, c'est aussi une fonction qui est ouverte. Et quand je dis ouverte, c'est aussi garder la porte ouverte. C'est aussi aller au contact des salariés. Moi, je suis On n'est pas assez sur le terrain, c'est ça? Exactement, exactement. Et ça, c'était ce que j'ai entendu. C'était quand les premières fois que je suis parti dans le terrain, je fais en sorte d'y aller au moins une fois tous les 15 jours, et possiblement toutes les semaines. Quand j'y suis allé, on m'a dit, mais c'est bien, la personne qui était avant vous, on la voyait jamais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est frappant. Et alors, les discussions peuvent durer 10 minutes, en tout cas, elles peuvent durer 1 heure. Ouais. Mais c'est ce off dont on a, je crois, besoin de se nourrir et de savoir si on est dans la bonne trajectoire. Parce que on peut aussi, évidemment, se tromper. Oui, ça me rappelait l'exemple de la PDG de KLM. Elle était chef de cabine sur un vol. Évidemment, les gens la reconnaissaient pas, mais il y a 1 ou 2 personnes qui ont reconnu. Donc, elle est proche sur le terrain pour voir un peu les problématiques qu'ont ces stewards et stewardesses en travaillant dans les cabines. Donc, c'était assez intéressant. Mais bon, c'est vrai que c'est des exemples qui font sourire, mais on le fait pas. Enfin, je ne dis pas que tout le monde ne le fait pas, mais je dis, mais voilà, c'est un peu difficile, c'est pas trop dans les mœurs, dans la culture. Non, et puis les salariés, ils ont aussi besoin d'être rassurés. Ils ont accès à beaucoup d'informations, parfois des informations qui sont erronées. Je suis particulièrement dans un secteur d'activité qui est phytosanitaire, qui est relativement décrié, attaqué très souvent. Donc il y a la capacité aussi à pouvoir dire que on fait aussi de belles choses et ça permet aussi de rassurer le salarié en donnant des faits, en donnant du concret. Et dans quelle mesure les missions qui sont les siennes au quotidien contribuent à cette réussite. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. C'est la nécessité pour les salariés de savoir que ce qu'ils font, ils comptent et que demain, peut-être, il ne va pas nécessairement être externalisé dans un autre pays. Alors, il nous reste quelques minutes, on va pouvoir prendre quelques questions, si vous voulez, si vous avez des questions pour Tracy et pour Saber, n'hésitez pas. Je vais juste réagir sur ce que dit Sophie. Sophie dit que la légitimité du DRH et RH est aussi dans sa capacité à se confronter avec son dirigeant et pas juste être dans cette fonction support. Mais justement, j'ai entendu, enfin moi je connais pas l'industrie, mais j'ai entendu plusieurs fois fonction support. Mais moi qui ne suis pas dans l'industrie, je trouve que c'est pas bien de dire ça, parce que vous êtes beaucoup plus que ça. C'est pas une fonction support. En fait, dans le jargon industriel, il n'y a rien de péjoratif, il y a la fonction productive, et au lieu de dire fonction improductive, on dit fonction de support. Okay. C'est plus joli, on va dire ça comme ça. Mais au fond, être support, il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de négatif. C'est apporter un support, apporter un service, être facilitateur, être créateur de nouveautés, être créateur de difficultés quotidiennes. Et je partage tout à fait ce qui a été dit. Il faut aussi du cran, il faut aussi oser, il faut aussi parler vrai à nos dirigeants, leur dire sans prétention, garder la tête humble mais en toute transparence, en toute vérité, qu'est-ce qui se passe et vers où on va aller. Moi, ce que je dis souvent, c'est la pire des choses, c'est de ne pas les voir, c'est de ne pas voir ce qui va se passer, c'est de ne pas voir les risques. Dès lors qu'on les a, ok, ils sont devant nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ensemble? Et au fond, je reviens sur la question initiale, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble? Parce que c'est ça aussi. Je dis souvent, la fonction RH, elle a une action au service de l'intérêt général. Et d'ailleurs, dans un des slogans, j'en ai pas parlé, mais dans un des slogans que j'utilise dans l'entreprise, c'est la fonction RH, point d'interrogation, j'adhère, point d'exclamation. Et dans la notion de j'adhère, en fait, il y a un acronyme qui est le A pour attirer, le D de développer, le R de retenir, il y a le H de humain, ça tombe bien, le E de écouter, et puis le R de retenir et le E d'embarquer. Et c'est un acronyme que j'utilise et que je nourris dans le temps avec cette approche stratégique, qu'est-ce qu'on a fait, vers où on va, de manière à ce que, j'allais dire, les salariés s'imprègnent et adhèrent précisément au projet de l'entreprise et qu'ils soient aussi en capacité d'être ambassadeurs. J'ai vu ça, c'était très intéressant. Quand je suis arrivé, j'avais des salariés qui ne croyaient pas du tout.
croyais pas du tout. Même beaucoup m'ont dit, de toute façon, vous, dans 2 ans maximum, vous n'êtes plus là. Bon, je trouve que j'y suis toujours. Donc, le discours change. Et dès lors qu'ils voient dans quelle mesure ça les impacte positivement, que ce qu'on fait, c'est pour, quelque part, leur bien, ils deviennent ambassadeurs de la fonction RH. Et ça, je trouve ça merveilleux. Alors, nous sommes quasiment au bout du temps, donc je vais poser juste une dernière question. Voilà, il y a plein de DRH dans la salle et aussi des jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Pour revenir à la thématique, hein, on est d'accord. Merci. Alors, sur la thématique, moi je dirais, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre fonction? Et posons la question à nos salariés et à nos dirigeants, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, nous, en tant que RH, à vos côtés, avec vous. Et je suis pas sûr que c'est une question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Moi, à titre personnel, je me la pose depuis quelques années. Ça a été assez révélateur, ça m'a ouvert un certain nombre de champs. Quelle énergie, quelle intention on y met aussi. Je pense que l'intention positive de la fonction RH, on ne soupçonne pas à quel point elle a une influence très globale sur tout l'écosystème de l'entreprise, parfois même au-delà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que, dans l'intégrité et dans la rigueur et l'exemplarité que se doit d'avoir la fonction RH, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour s'assurer que tout ce qu'on fait va servir favorablement le collectif? Merci Saber. Le mot de la fin, Tracy? Responsabilité, hein. La fin de la fin, là, hein. Non, mais en tout cas, si tu peux finir sur ce que tu veux, vas-y. Non, mais en tout cas, je voulais remercier la NDRH parce que quand on est jeune, on est un peu perdu quand même, même si on sort des études. Et c'est très important d'être entouré par des gens bienveillants qui ont envie de transmettre leur savoir, leurs conseils. Et bon, là, c'était le groupe de la NDRH Touraine, mais elles m'ont accueilli. Et elles m'aident au quotidien dans ma fonction et je les remercie pour ça. Merci beaucoup à tous les deux, Saber et Tracy. Merci, vous pouvez les applaudir, bravo. Ouais, j'ai un petit message.